Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré au récap de la semaine qui vient de passer, semaine 7 de compétition. Ce soir, je suis avec Geoffrey et Maxence. Salut Geoffrey, salut Maxence. Ouais. Salut Baptiste, salut Maxence. Salut tout le monde. Salut Geoff. Alors, un programme chargé quand même, hein, énorme actu du college football, aussi bien samedi que le lendemain dimanche, puisque effectivement la grosse news est tombée, James Franklin n'est plus l'entraîneur de Penn State. On va commencer par Happy Valley est libéré. Et libéré. On va commencer par ça, je pense, les gars. Alors, on va pas forcément revenir sur Northwestern qui était quand même une semi-surprise quand même, puisque Penn State était quand même largement favori. La manière a été absolument affreuse. Drew Allard s'est blessé, fin de saison et fin de carrière tout court pour lui. Universitaire. Universitaire, bien évidemment, mais voilà. On parlait de lui comme un potentiel top 1 et voilà. Et Drew Allard a perdu encore plus sur ces 3 dernières semaines. On est d'accord. Bon, déjà votre sentiment sur le renvoi de James Franklin, est-ce que après la défaite de Northwestern, c'était plus tenable pour lui? Geoffrey, ton avis là, toi, sur le renvoi de James Franklin? Ouais, c'était plus tenable, mais c'est pas tant le fait qu'il y ait eu la défaite face à Northwestern, c'est que en fait c'est les joueurs qui l'ont abandonné, parce que clairement il y avait un effectif qui avait été construit avec un objectif d'aller chercher le titre national, et je pense que la défaite contre Oregon, parce que contre Oregon, ils ont bien joué, c'était encore une bonne équipe à ce moment-là, ça les a abattus mentalement. Il y a eu la défaite contre UCLA, et là, vraiment, derrière, tout est parti. Je pense que les joueurs l'ont abandonné complètement, et puis on en parlait juste avant, mais moi, je pense qu'aussi, le fait qu'il y ait un Kurt Cignetti, un Sitake à BYU, même un Marcus Freeman à Notre-Dame, tout un tas de coachs qui sont arrivés récemment, un Elko à Texas A&M, mais bon, il y a des gros moyens à Texas A&M, c'est encore un peu différent, mais que tous ces head coachs qui arrivent là rapidement, qui obtiennent des très bons résultats, qui arrivent à gagner des gros matchs, et James Franklin qui est là depuis 12 ans et qui en fait toujours les mêmes lacunes. Ça commençait à être difficile à tenir. Gros buyout. Après, j'ai vu passer un truc comme quoi il était obligé de chercher un taf. C'était dans son contrat qu'il y avait des clauses, et que si jamais il trouvait un nouveau taf, il payait que la différence. Ouais. Voilà. Après, il peut trouver un petit taf de consultant où il fait, il fait pas grand chose, et non, mais il sera pas à plaindre dans tous les cas. Mais voilà, du coup, il y a quand même cette dimension-là qui a dû jouer dans le fait que ça allège un peu le coût du... Parce que le buyout à 50 millions, sinon, ça fait très très cher. Voilà, pour moi, c'est toutes ces raisons-là qui font qu'il est parti. Moi, c'était pas vraiment un coach que j'affectionnais particulièrement. Je trouvais que dans le jeu, dans plein de choses, il y avait c'était tout le temps la même chose. Il y avait des sentiments de non-progression de certaines positions, des lacunes dans l'effectif qui étaient tout le temps les mêmes, les receveurs, les quarterbacks qui progressaient pas. Mais voilà, c'est au final, avec les 3 dernières semaines, c'est assez logique, mais voilà, il y a plein de facteurs là-dedans. Mais pour moi, le plus important surtout, c'est qu'il a été abandonné par le vestiaire. Maxence, je rejoins sur le renvoi de James Franklin. Complètement Geoffrey. À moitié surpris en fait. Je me disais en fait après la défaite contre Northwestern, je me suis dit que le siège commençait à chauffer fort, mais je m'attendais pas à ce qu'ils le virent dès dimanche. Je me suis dit qu'ils ont quand même passé 10 ans avec lui et que ça allait peut-être faire un peu comme une McGundy, c'est-à-dire que pour une saison pérave, et puis en fait c'est la saison d'après qui est encore pérave, mais finalement je pense que Penn State a dit on va pas perdre de temps. Et oui, comme dit Geoffrey, de toute façon Penn State c'était l'équipe du top college football la moins sexy du college football. Je veux dire, il y a aucun joueur, enfin à part Tyler Warren l'année dernière peut-être, et Shaquan Barkley à l'époque, mais le reste c'est rien. C'était tout le temps des athlètes de fous, mais qui progressaient pas. Les QB qui en sortaient, c'était minable. Enfin, je veux dire, à chaque fois que Penn State jouait contre un gros, c'était tout le temps le même résultat. Enfin, je veux dire, l'année dernière ils vont en demi-finale, mais
c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'ils ont perdu tous leurs gros matchs en saison régulière. Ils se qualifient quand même en play-off. Ils jouent, bon, je vais pas manquer de respect à Boise State, surtout pas parce que vous connaissez l'amour que j'ai pour cette équipe et l'équipe de l'année dernière. Mais voilà, ils ont joué Boise State. Derrière, ils sortent. Ils ont joué SMU, ils ont joué Boise State et après ils perdent contre Notre-Dame en demi-finale. Bon, ils ont joué SMU qui était un puceau du Power 4 et Boise State qui était l'équipe G5. Donc même s'ils sont allés en demi-finale, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et je pense que les décisionnaires des Nittany Lions se sont dit que ouais, effectivement, quand tu vois ce qui se fait à côté, le bourbier depuis 3 semaines qu'il y a à Penn State, surtout en fait la défaite contre UCLA et Northwestern, je pense qu'ils ont appuyé sur le bouton, ils se sont dit c'est bon, ça fait 10 ans qu'il est là, la fanbase a envie de le brûler. Enfin, je veux dire, on sait qu'il n'était pas en odeur de sainteté auprès des fans de Penn State, donc voilà, fin de l'époque James Franklin. Maintenant, on verra. On a tout le temps dit depuis quelques années, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Donc, on verra quel coach ils vont chercher. Mais je pense qu'il était temps de tourner la page parce que, en fait, là, c'était l'année ou jamais. On faisait que le dire. Il y avait tout. Tu avais ton QB qui revenait, tu avais tes 2 running backs titulaires qui reviennent, tu avais plein de mecs qui revenaient. Tu sors, bon, même si je disais que c'est l'arbre qui cachait la forêt, tu sors d'une demi-finale, mais voilà, tu avais de l'expérience, machin. Et on était tous plus ou moins à dire que Penn State jouait le titre national cette année. Je me trompe pas. Et ils étaient partis des favoris, oui. Voilà. C'était mon favori. Voilà, c'était ton favori. Si on ressort les pronostics champion de conférence, moi je sais que je les avais mis champion de la Big Ten. On n'est pas obligé de les sortir. Non, mais tu vois, je veux dire, les attentes en début de saison, il y a peut-être jamais eu autant d'attentes en début de saison de la part de Penn State depuis des années. Et là, ça s'est écroulé en 3 semaines avec des défaites. À part Oregon, vraiment UCLA et Northwestern, c'est inadmissible. Bon bah voilà, ils ont c'est normal. Ouais, je comprends les décisionnaires de Penn State. Voilà, il fallait. Merci Monsieur Franklin pour je sais pas quoi, parce qu'en final, qu'est-ce qu'on va retenir de James Franklin à Penn State? Mais voilà. Des saisons top 10 quoi, ou top 15. Ouais. Après, il a peut-être nettoyé un peu le programme parce que je crois qu'il arrive après le. Il arrive à un moment difficile. Hein. Ouais, il a quand même réussi à remettre le programme dans le top 10 et à refaire gagner de la respectabilité au programme. Maintenant, il avait atteint son plafond depuis très longtemps. Ouais. Et puis moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la vitesse à laquelle c'est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a 3 semaines, vous écoutez deux épisodes en amont, et voilà, et on débriefe la défaite contre Oregon dans un match au sommet contre Oregon, au cordeau, et je reste persuadé que tout se joue là. Parce qu'en fait, ce match-là, il est symptomatique de tout ce qu'on a reproché à James Franklin ces années à la tête du programme. Et cette année, on pensait que ça allait être enfin la bonne, et en fait non, la même chose, le match. En plus, un whiteout à domicile de nuit, une ambiance de fou, et tu perds encore, tu vois. Et tu rajoutes même la dramaturgie du match, c'est-à-dire qu'ils étaient menés, ils reviennent, tu dis allez c'est bon, ça va passer, et patatras ça passe pas, et je pense que là ça c'est première passe de l'overtime en plus. Ouais non mais je pense que ça s'est brisé dans la tête et de Franklin peut-être et des joueurs inconsciemment aussi, en fait en disant on n'y arrivera jamais quoi. Est-ce que la blessure de Drew Allard aussi a fait dire aux gars de Penn State c'est même pas la peine en fait du coup de le garder encore, voir s'il arrive à se rattraper? Je pense pas. À partir du moment où tu as perdu contre UCLA et contre Northwestern, c'est pas parce que Drew Allard était en santé que le reste de l'équipe aurait continué à jouer. Là, je suis en train de me dire que Penn State en 9-3 en fin de saison aurait peut-être pu faire les playoffs. Non, pas avec des défaites. Si c'était 9-3, ça voulait dire qu'ils battaient Ohio State à Ohio State et Indiana. Bon, mais c'était pas suffisant. Je pense que c'était pas suffisant. Mais bon, ça a été la soirée cauchemardesque par excellente parce qu'en plus, ils ont été derrière quasiment tout le long du match, quoi. Ils ont couru le score. Ils repassent devant à 10-14, puis quatrième quart-temps, Northwestern arrive à repasser devant. Ils marquent un TD, et puis sur le dernier drive de Northwestern, là, ils leur font un drive de 5 minutes 54, 12 plays, 75 yards pour aller au bout. Comme contre UCLA, hein. Contre UCLA, ils ont été menés tout le match aussi. Hein. Comme dit Geoffrey, les mecs ont laissé tomber, ouais. Tout le monde, la défense, l'attaque. Allez, on va se mouiller un petit peu. Voilà. Qui sera le prochain State a disparu, c'est ça aussi le college football, hein. Ça va vite. Hein. Ça va très vite. Donc, lors de se mouiller, les gars, on va se marrer un peu. Quel sera pour vous le prochain entraîneur de Penn State?
On n'a pas d'infos, hein, mais c'est juste petit prono perso à vous. Alors là. Matt Campbell. Oh putain, par pitié, non. En fait, il y a plein de coachs, c'est normal qu'ils aillent à Penn State parce que ce sera un meilleur programme que ce qu'ils sont actuellement. Mais en fait, ils font tellement un travail de fou dans leur programme que j'aime pas ce programme. Donc, mais pose-toi pas trop tu te poses trop de questions, Vincent. Dis-moi, qui sera le prochain entraîneur de Penn State? Et ça sera probablement pas lui, mais pour le fan. Ouais, en vrai, Campbell, ça peut être un beau candidat. Sinon, du Clark Lea ou du Kurt Signetti, tu vois. Eh ben, merci Maxence pour une magnifique transition. T'attendais juste que je dise Signetti pour mettre. Pas du tout, non, pas du tout, mais voilà, là, tu me tends la perche pour, pour. Non, mais tu vois, de toute façon, c'est des profils comme ça qu'ils vont viser, c'est des. Ou alors, tiens, il y a un coach incroyable là, en NFL qui s'est viré, là, Callahan, là. Oui, non, mais. Non, bien sûr. Allez, on part direction l'Oregon, les gars, pour ce qui est probablement peut-être la victoire la plus convaincante depuis le début de la saison, en tout cas la victoire la plus impressionnante sur les forces en présence des deux équipes. Indiana qui se déplaçait donc à Eugene dans un énorme duel. On promettait l'enfer. Ouais, belle ambiance. On promettait l'enfer aux Hoosiers. Ça a été l'enfer pour les Ducks finalement. Tu te souviens de ce qu'on avait dit Tu te souviens de ce qu'on avait dit dans le 1-2-6? J'en dis des conneries, moi. Donc, Non, mais je veux dire, on disait tant qu'ils nous ont pas prouvé qu'ils peuvent pas gagner contre ces équipes-là, et là, statement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire-là? Enfin, moi, j'étais vraiment scié par la performance globale d'Indiana, et puis cette capacité à rebondir. Parce que Mendoza, il balance un pick six un peu cradingue, et là, je me dis, c'est terminé. C'est fini, Oregon va prendre le momentum et va finir tout ça. Et en fait, pas du tout. Ils ont été encore une fois. Le drive qui suit et... Ils ont été meilleurs. Enfin, alors, je sais que Kevin a un peu râlé sur l'arbitrage, etc. Mais pour moi, Indiana a été meilleur qu'Oregon samedi. Et c'est une victoire absolument méritée. Il a un peu râlé, mais pas tant au final. Tu vois, il a reconnu quand même qu'Indiana a fait un grand match. Donc vous, votre sentiment sur cette victoire d'Indiana dans l'Oregon? Pour moi, le plus impressionnant, c'est Indiana a dominé sur les lignes. Et c'est pas quelque chose qui est censé arriver. À Oregon, il y a des 4 et des 5 étoiles dans tous les sens sur les lignes. Physiquement, ils sont au-dessus. Et ça se voit sur les images en termes de gabarit. Les mecs d'Oregon, ils sont plus balèzes que les mecs d'Indiana. Et ils se sont quand même fait démonter sur les lignes. Et en fait, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui est arrivé. Alors ouais, le jeu au sol d'Indiana, au final, en termes de chiffres, il a pas, c'est pas fantastique, mais il a fait ce qu'il a fallu. Mendoza, c'est pareil, c'est pas des chiffres exceptionnels, mais il a fait ce qu'il a fallu. Sarat, le receveur, il fait un match magnifique. Les linebackers d'Indiana, ils étaient partout. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment ça qui était le plus impressionnant dans ce match, c'est que en fait, Oregon, physiquement, on avait l'impression qu'ils étaient pas au niveau, alors que ils ont des meilleurs athlètes absolument partout que Indiana. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très marquant et qui a été le point principal de la victoire d'Indiana. Et quand on regarde dans le jeu, en fait, Oregon, ils ont un touchdown qui marque sur une couverture qui a été foirée, et donc un touchdown de 40 yards, et un pick six. Et en fait, dans les drives, sur le reste des drives, ils font 6 points en 11 drives. Voilà, ça c'est la stat. 267 yards pour les Ducks, hein. C'est famélique quand on voit l'attaque qu'ils ont montré depuis le début de l'année. C'est 267 yards, on se rend pas compte. Dante Moore il a été saqué 6 fois. Enfin, la performance d'Indiana, c'est vraiment du très très haut niveau. Et on sent que c'est pas. 8 plaquages pour perte aussi. 8 plaquages pour perte, 6 sacs. Enfin, ça a été. Et puis, moi, ça m'a pas donné l'impression d'être une victoire où tu sais, tout tourne correctement. Tu sais, t'as des trucs comme ça où t'as l'impression que tout. Enfin, tu vois, tu vas faire les matchs où tu les joues 10 fois, tu les perds 9 et une fois, tout va bien tourner. Là, c'est pas le cas, en fait. Ça m'a donné l'impression que la meilleure équipe l'a emporté. Et c'est quand même dingo de se dire que Indiana était une meilleure équipe samedi que Oregon, quoi. Ouais, mais il n'y avait pas, comme dit Geoffrey, il n'y avait pas vraiment photo. Indiana a été dans le contrôle du match. Même avec le pick six, le drive qui pose derrière, tu vois, 6 minutes, 12 yards, t'as la pick six, dis attention, 20 partout, le drive qui suit, c'est souvent celui qui définit un peu l'équipe que tu es, tu vois.
Bah, putain, le drive, ils avancent, ils convertissent les 3e down, 3e et 8 là pour marquer le touchdown, où Mendoza trouve une super passe là sur le côté pour Sarat là qui est bien lancé. Et puis juste derrière, t'as un certain Dante Moore, là, bah à ce moment-là, on savait que c'était plié quoi. Et Indiana, bah s'est nourri, je pense, des expériences l'année dernière contre Ohio State, contre Notre-Dame, tu vois, où ils ont pris des big plays, où ils ont pris des, tu vois, je pense à la fin de deuxième quart-temps à Ohio State où ils se font contrer le punt, je crois. Et puis derrière, ils étaient bien dans le match, puis ils craquent, ils reviennent plus du tout. Tu vois, ils auraient pu avoir ces moments-là contre Oregon, bah ils les ont pas eu. Et le moment où tu peux te dire que ça revient, il y a le pick six, bah, les mecs ont pas paniqué. Tu vois que Mendoza, il est propre. Et puis ouais, comme ça a été la meilleure équipe, tout simplement. Tout simplement, il a pas beaucoup spread la balle puisqu'il a que 4 joueurs qu'on réceptionné, tu vois. Mais à chaque fois, il arrive à trouver ses gars, ça a avancé, 215 yards à la passe, 111 à la course. Ils ont le contrôle de la clock, je crois aussi, parce qu'ils sont à 33 minutes de possession. Non, ils ont fait un match digne d'une équipe top 3 du pays, quoi. Donc la question un peu subsidiaire à tout ça, c'est est-ce que Indiana est un candidat crédible au titre national? Enfin, maintenant, on peut se poser la question, hein, honnêtement. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en 3 jours, toutes les questions changent. On passe de est-ce qu'ils sont capables de gagner Oregon à oui. Ouais, tu dirais oui. Oui, clairement, oui. Il y a qui à l'heure actuelle qui joue mieux qu'Indiana? Ouais, c'est vrai. Ohio State a une meilleure défense. Miami, Ohio State a une meilleure défense, mais du côté de l'attaque, Indiana joue mieux. Miami a peut-être une équipe plus complète. Maintenant, Miami, en termes de défense, je pense pas qu'ils ont été autant testés que Indiana. C'est pas faux. Il y a eu Notre-Dame quand même. Oui, mais bon, Notre-Dame, ils ont aussi eu il y a eu des choses qui allaient pas dans la défaite contre Texas A&M. Il y a plein de choses qui vont pas. Notre-Dame, il y a des choses qui sont en train de régler. Mais voilà, il y a peut-être Miami et Ohio State. Donc en fait, à partir du moment où tu es la 3e meilleure équipe du pays, que tu joues en Big Ten et que tu vas jouer le titre de la Big Ten contre Ohio State, quasiment sûr, bah oui, Indiana est un candidat crédible au titre. Ouais, non, c'est un candidat au titre, ouais, effectivement. Après, encore une fois, la saison est longue, tu vas avoir les playoffs qui vont arriver, des équipes pas forcément en forme maintenant qui vont réussir à y aller, et peut-être. Mais ouais, en état, oui, c'est vrai que j'hésite parce qu'en fait, la question, t'es pas forcément posée, mais c'est vrai qu'avec la performance qu'ils ont faite, ouais, tu te dis que ils sont candidats au titre. Parce que là, ils ont quand même passé le plus dur de leur du calendrier. Hein. Là, il reste réception ensuite Michigan State et UCLA. Deux déplacements à Maryland et Penn State, Wisconsin à domicile et Purdue à l'extérieur. Ouais, bah t'avais le déplacement à Penn State qui était un gros rendez-vous. Qui était censé être, mais qui maintenant ne l'est plus. Ouais. Ouais, bon, Michigan, ouais, UCLA, non, quand même pas. Je pense que la lune de miel là, elle va bientôt, elle durera peut-être pas jusque là. Et puis je pense qu'Indiana est suffisamment sérieux pour pas se faire avoir. Et après le reste, non, je vois pas. En vrai, c'est vrai que je vois pas trop. Enfin, après tout peut arriver. Hein, on sait pas. Des fois, il y a des équipes comme ça qui ont du mal à digérer une grosse win et le match derrière, tu sais. Mais j'ai pas l'impression que Indiana soit une équipe dans ce genre-là. On va avoir un petit mot pour Kurt Signetti, qui est quand même dont le boulot est, je sais pas, extraordinaire. Enfin, un turnaround pareil d'un programme, c'est du jamais vu, je pense, dans l'histoire du college football. Il faut voir le programme qui récupère à l'époque. Hein. Est-ce que, voilà, c'est ce Google Me, voilà, le fameux Google Me qu'il avait lancé. Voilà, ce coach-là est extraordinaire. Enfin, je crois qu'on il vient de James Madison, hein, pour ceux qui savent pas trop. Il vient de James Madison, qui était un gros programme de FCS, qui est resté un gros programme de FCS avec lui, qui est passé aujourd'hui en FBS et il fait 11-1 sur sa deuxième saison en FBS avec James Madison, ce qui fait qu'après il bascule Indiana. Regardez James Madison aujourd'hui, ça reste top programme dans le G5 actuellement en Sunbelt. Et lui, il arrive à Indiana et dès la première saison, je crois que c'est la meilleure saison de leur histoire en termes de bilan. Oui, et il va peut-être faire mieux. Il va peut-être faire mieux. Ouais. Et puis avec un recrutement qui pas, dites-moi si je me trompe, il n'y a pas des 5 étoiles dans tous les sens, quoi. Non, ça commence. Oui, ça commence quand même le recrutement.
même sur le portail des transferts, parce que Mendoza arrive de Cal, Sarat il arrive de James Madison, il y a des mecs qui viennent de Maryland, de Colorado, donc c'est pas des programmes de top niveau non plus. Donc je pense qu'il a réussi à produire une équipe à son image, pardon. Et voilà, il a réussi à faire la transition et comme il dit, je gagne. 37 fois dans sa carrière de coach. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Les stats sous les yeux, c'est. Non, mais c'est n'importe quoi. Il est head coach depuis 2011 et il a perdu que 37 fois. 136 victoires, 37 défaites, ça va. C'est le même profil de coach que Kalen DeBoer. Partout où il est passé, il a gagné. Alors là, Kalen DeBoer, il a une pression bien plus importante parce qu'il est dans un des plus gros programmes de l'histoire, mais le turnaround qu'il a fait, et d'ailleurs Curt Cignetti, parce que là on a parlé de James Franklin, mais il y a d'autres programmes sur lesquels on entend que ça commence à chauffer pour le coach. Hein. Billy Napier, ça commence à vraiment chauffer sérieusement. Moi, j'ai entendu parler de Michigan. À Auburn, on va voir comment ça va se passer. C'est quand même des programmes où il y a à LSU. Brian Kelly à LSU. C'est des programmes qui ont de la thune, qui ont plus de thune que Indiana, qui ont plus de moyens. Il faudra voir ce que Cignetti veut faire, mais ça va être un nom très très chaud. C'est un mec du coaching tree de Nick Saban encore. En plus, Cignetti, il était chez eux. Il y a fort longtemps, ouais. En 2010, je crois. Il y a une photo où tu vois Cignetti, Smart et Saban sur la sideline. De toute façon, Saban. Il a des fils. Très bien, les gars. Moi, j'avais une question pour l'équipe qui a été battue, Oregon. Qu'on pensait être une meilleure équipe du pays. Est-ce que vous pensez c'est une défaite? Est-ce que c'est pas une défaite un peu un mal pour un bien? C'est-à-dire qu'il y aura valeur. T'as un jeune QB, ce genre de match, ça sert aussi dans l'apprentissage, tu vois. Mieux vaut Pomela qu'au premier tour des playoffs, en quart de finale des playoffs contre. Non, mais c'est vrai. C'est quoi à dire, mais tu vois, le fait qu'ils aient pas perdu l'année dernière, ça fait que, mine de rien, tu peux te le permettre maintenant de perdre. C'est con à dire, mais. Kevin et Robin, ils disaient aussi, voilà, c'est une équipe qui est jeune, il y a eu des départs et tout, donc le début de saison était bon, mais ce genre de défaite pouvait arriver, tu vois. Là, la suite de leur calendrier est pas insurmontable. Il y a juste la fin peut-être avec réception de USC, déplacement à Washington, tu vois, mais je pense que c'est largement dans leur corde. Ils sont tombés contre Indiana. Voilà, on a dit il y a 15 minutes que c'était un prétendant au titre national. Est-ce que ça fait qu'Oregon ne l'est plus? Je pense qu'ils sont quand même dans le mix, tu vois, ils sont encore dans la discussion. Et c'est ce genre de match qui peut te servir par la suite. Demande à Ryan Day avec Ohio State, tu vois, l'année dernière. C'est sûr. Ouais, et puis oui, c'est un match c'est peut-être un mal pour un bien. On va voir quand même, hein, parce que on sait pas comment ça va se passer. Hein. Je pense pas que ça va pas s'effondrer comme Penn State. Hein, je pense pas. Déplacement à Rutgers le 19. Voilà, ils ont. Bye week. Non, qu'est-ce que je dis? Non, pardon. Ils ont pas de bye week. Mais... Ouais, ils ont un calendrier assez tranquille. Dan Lanning, ça reste un excellent coach. Il commence à avoir un petit peu des quelques casseroles sur des gros matchs, hein, contre Washington, contre Indiana, mais bon, ça reste un excellent coach. Je pense qu'Oregon va s'en relever. Est-ce qu'ils vont être capables de se relever au point de ce que Ohio State a fait l'an passé? Rien n'est moins sûr, hein, parce que c'est aller chercher Ohio State l'an passé, c'est un effectif de vétérans. Là, c'est quand même un effectif très jeune, donc c'est pas le même potentiel. Mais oui, je pense que pour Oregon, c'est pas terminé. Hein. Ils sont encore largement dans la course pour les playoffs. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ils sont même encore dans la course pour la finale de conférence. Ils n'ont qu'une défaite. On ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, tant qu'ils restent à une défaite, tout est encore possible pour aller en finale. Oui, mais ils n'ont plus leur destin entre les mains. Non, ils n'ont plus leur destin entre les mains, mais ils ne sont pas largués, tu vois. Oui, Ohio State et Indiana, je les vois favoris sur tous les matchs qui leur restent. Donc c'est possible que les deux soient à 12-0 et se retrouvent en finale de conférence. Ça serait une super finale de conf avec potentiellement un groupe entre numéro 1 et numéro 2. Et une revanche, parce que l'année dernière, Indiana s'est pris un sacré reality check à Ohio State l'année dernière. C'était leur première défaite de la saison. Donc ce serait... Là, on verra encore plus les progrès de cette équipe-là, tu vois, si ça rejoue Ohio State. Très bien. Je pense qu'on a fait un tour c'est un Ohio State qui est peut-être plus prenable que l'année dernière. Ouais, on verra en temps et en heure, mais c'est vrai que, comme dit Geoffrey, c'est un effectif un petit peu plus jeune. On va passer maintenant au match que tu as commenté, Maxence, avec Kevin. Ouais, on a eu peur. On a eu peur que ça parte en match
pas blowout, mais où Bama tuait le suspense, mais finalement. On va parler de Bama qui se déplaçait du côté de Mizzou dans un duel en haut de la SEC. Victoire de Alabama de 3 points, non, c'est ça dans mes souvenirs. Ouais, 27-24. 27-24. Dans un match, moi, ça m'a donné cette impression-là que Bama était quand même au-dessus, mais ils n'ont pas réussi à tuer le match. Et du coup, Mizzou est resté jusqu'à la fin du match. En tout cas, Bama est resté à portée de tir de Mizzou. Je trouve que Bama n'a pas réussi à se rendre un match facile alors qu'il aurait dû l'être. J'étais vraiment surpris par Mizzou qui a jamais lâché le match alors que voilà, ils étaient quand même menés assez rapidement et on s'est dit que ça allait partir en cacahuète. Finalement, ça n'a pas été le cas. Donc Bama confirme après semaine que cette défaite en première semaine contre Florida State, c'est plus qu'un mauvais souvenir. Il monte en puissance petit à petit. Ty Simpson a été correct. C'est pas son meilleur match, je trouve, mais il a eu 2-3 flashs de génie absolument extraordinaires. Oh oui, voilà, c'est correct. Franchement, il fait un bon match. Hein. Il fait un bon match, il convertit toujours. Quand c'est lui qui doit lancer pour convertir moi, ce qui m'impressionne, parce que j'avais vu le match contre Vanderbilt la semaine dernière, sur les 3e downs, quand c'est lui qui a la balle, qui lance, et que ça convertit quand même très souvent. Hein. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment propre. La passe, là, c'est le 4e down là qu'ils vont chercher. Complètement dingue, ça là. Tac. Ouais, voilà, 4e et 8 pour Brooks. Alors à ce moment-là, hein, j'explique, il y a 24, non, il y a 20 à 17 pour Bama. Bama a la balle, il y a une 4e et 8 sur les 38 de Mizzou et Bama décide de la jouer plutôt que de tenter le field goal parce qu'ils avaient raté un field goal un peu plus tôt dans ces eaux-là. Et la passe qu'il trouve sur Brooks est magnifique. Puis derrière, ça va marquer le touchdown. Grosso modo, ce match-là, effectivement, c'est Bama qui. Alors, c'est Mizzou qui fait un premier drive incroyable. Bama qui fait un drive suivant très bon aussi. Et après, Bama qui prend l'avantage, qui mène 17-7, qui force Mizzou à punt, et Mizzou arrive à aller chercher ce field goal en fin de premier quart-temps. Et Bama qui va fumble dès le début du 3e, et Mizzou qui revient en fait alors il y a eu la mi-temps entre-temps, mais en 2 minutes de temps de jeu effectif, en gros, qui passe de 17-7 à 17 partout. Et après, le problème, c'est que Mizzou, il y a eu un drive notamment. Mizzou passait bien par la course. Ils avaient un très bon jeu de course. Quand ils allaient jouer au sol, ils arrivaient à les prendre. Et à un moment donné, ils t'ont fait un drive où ils n'ont fait que passer. Et ça s'est fini en turnover and down. Et ils ont un peu tué leur momentum avec ce choix de passer par la passe sur ce drive-là. Et je pense que c'est dommage parce que Mizzou avançait bien au sol. Alors pour une fois, c'était pas Hardy qui avançait, il y avait Roberts qui était pas mal et Pribula aussi. Même si Hardy fait pas un si mauvais match que ça, mais pas dans les standards de son début de saison. Mais je trouvais que c'est dommage qu'ils aient pas pu appuyer la course dans les moments critiques en fin de match. Et du coup, ils sont passés par la passe. Il y a eu 2 interceptions de Pribula. Et puis derrière, voilà, le génie Ty Simpson qui convertit la 4e et qui tue le match à 27-17. Il restait plus assez de temps. Même si Missouri a réagi, mais derrière, bon, c'était voilà. Pourtant, ils ont eu le drive pour gagner Mizzou, mais comme tu dis, ils ont quand même semblé plus forts à chaque fois. Ils ont laissé Missouri dans le match. Ils n'ont pas réussi à les tuer. Mais aussi parce que le jeu de course de Mizzou, comme je disais, avançait bien et qu'il y a eu ce fumble qui a un peu rebattu les cartes. Mais quand même, ils n'ont pas paniqué. Et c'est une belle victoire de la part de Bama contre une belle équipe quand même de Mizzou. Faut pas enterrer. Même si c'était leur premier gros match de la saison, je trouve qu'ils ont quand même été bons. Geoffrey, un avis? Est-ce que tu as regardé un petit peu? Ouais, j'ai regardé quand même. Pour moi, en fait, déjà, le match il est très serré, en fait, notamment à cause du premier drive de Mizzou, parce qu'en fait, le premier drive, Mizzou, ils sont rentrés dans la défense de Bama et comme un couteau dans du beurre, quoi. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, ok, soit ça va être un match de Big 12, ou ça va être, ou alors Mizzou va éclater Bama. Et ce qui m'a en fait énormément surpris, c'est en fait très rapidement Bama a pris le score. Et dès que Bama a pris l'avantage, Mizzou en fait ils ont joué comme s'ils avaient 15 points de retard, quoi. En deuxième mi-temps, Mizzou ils font 9 courses. Ouais, alors qu'ils ils font 5,8 yards par course. Ouais. Genre leur jeu au sol fonctionne. Pourquoi est-ce que tu te précipites? Pourquoi est-ce que tu te précipites? Pourquoi est-ce que tu joues comme si le match était hors de portée? Le match n'a jamais été hors de portée pour Mizzou. Pour moi, ils ont vraiment pas assez appuyé sur la course, quoi.
pourquoi est-ce que tes 2 running backs, parce qu'en fait, il y a 11 courses du quarterback, pourquoi est-ce que tes 2 running backs ne courent que 17 fois à eux 2 cumulés, alors que c'est ta force depuis le début de saison? Pour moi, c'est une faute. Alors peut-être que s'ils avaient couru plus, ils n'auraient pas eu 5,8 yards par portée, mais s'ils avaient 4 yards et demi par portée, c'est largement suffisant. Surtout que Bama, ils ont... la défense a franchement fait le taf, hein, mais c'est pas les défenses de Bama de l'an passé. Et en fait, ils n'ont pas de plaquage pour perte parce qu'ils ont autant de plaquage pour perte que de sacs. Et donc, quand c'est comme ça, c'est que parce que les sacs ont pour des plaquages pour perte en college football, c'est que en fait, c'est le pass rush de Bama qui était efficace et pas tant que ça la défense contre la course. Donc pour moi, Mizzou, il y a eu une erreur de stratégie. Je ne veux pas parler de play calling parce que je suis pas capable d'en parler, mais juste de stratégie globale. Mizzou, ils se sont plantés. C'est ce qu'on avait dit pendant le live. C'est dommage, il court pas. Putain, pourquoi il passe? Pourquoi il... Ouais, comme tu dis, comme si c'était de 15 points et qu'il restait plus que 10 minutes et qu'il fallait scorer vite. En plus, la défense de Mizzou fait pas un mauvais match, franchement. Et, non, Bama est à moins de 3 yards par course. Ouais. Bama est à moins de 3 yards par course. Donc la défense de Mizzou faisait le taf, quoi. Il y a comment putain. Il y a 4 sacs, il y a 7 plaquages pour perte. Enfin, la défense de Mizzou a taffé, quoi. Zion, il y a Zion Young qui fait un bon match notamment. Et Wilson et putain, j'ai plus le nom, il faisait que le dire. Khalil Jacobs. Ouais. Attends. Voilà, c'était un ancien de. Non, c'était un safety. Catalone. Catalone, voilà. Ouais, Jalen Catalone aussi, ancien d'Arkansas, de Texas, mais oui, non mais. Voilà, Mizzou, pour moi, il y a une erreur de stratégie. Ils perdent le match de pas grand-chose et pour moi, leur saison est loin d'être terminée. Beau Pribula, c'est exactement le quarterback qu'on pense qu'il est. C'est un très bon coureur pour un quarterback. C'est un mec, tu peux pas te reposer sur lui pour faire avancer ton équipe à la passe. Et voilà, et Mizzou, il va falloir que, en fait, leur identité, c'est le jeu au sol. Et en fait, il faut qu'ils se concentrent là-dessus. Ils ont une ligne offensive qui leur permet de faire ça. Donc, il faut que le jeu à la passe, ce soit un complément du jeu au sol et que le jeu au sol, ce soit leur force principale. Enfin, voilà, moi, c'est ce que j'en ai pensé. Et toi, Baptiste, je sais pas si tu as vu le match. Ouais, moi j'ai maté aussi, mais c'est vrai que je regardais Oklahoma State qui joue en même temps pour mon plus grand bonheur, bien évidemment. Mais ouais, je trouve ça assez dingo quand t'as une force qui fonctionne et que les coachs ils jouent pas dessus. Ouais, parce qu'ils trop il va m'attendre forcément là-dessus, alors je vais essayer de le. Ouais, mais quand des fois ils se prennent trop le chou pour des trucs et. Alors je suis pas coach comme Geoffrey, j'ai pas la prétention d'apprendre ce métier-là à quiconque. Mais c'est vrai que des fois on se pose des questions. Eli Drinkwitz me donne un peu cette impression des fois de vraiment trop se poser des questions au lieu d'être un peu plus cash et d'un peu plus jouer sur ses forces. Et je pense qu'entre Bama, il faut que tu joues sur tes forces et peu importe si ça fait que Primoula il lance pas le ballon, quoi. Enfin, t'en fous, quoi. Le but c'est gagner ton match. Au bout d'un moment, il faut être pragmatique, je pense, quand t'es à ce niveau-là. Et pour Bama, même si c'est pas un énorme Bama, c'est un Bama qui est cohérent, qui est assez quand même costaud. Alors on peut se poser la question du jeu au sol, qui est quand même pas terrible depuis le début de la saison. Mais voilà, c'est un Bama qui est quand même cohérent. Donc voilà, tu peux pas te permettre. Ça va un peu mieux avec Miller quand même. Ça va un petit peu mieux avec Miller, mais et la grosse question, c'est aussi Ryan Williams. Hein. Ouais, c'est vrai que le il est blessé apparemment. Blessé parce qu'il n'a pas été target. Hein. Il a eu une target, je crois, du match. Je crois qu'il y avait les stats. Ils ont montré les stats au dernier quart. Là, il y avait une target pour 0 yard, 0 réception sur 0 yard. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'il est blessé, du coup il joue pas, est-ce que il y a 2 défenseurs sur lui. Enfin voilà, il y a plein d'explications qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais c'est vrai que Ryan Williams, c'est une des déceptions de la saison. Alors c'est caché parce que le Crimson Tide est à 5-1 et 3-0 en sec, mais voilà, il va falloir. Je pense que si Bama veut aller loin, il va falloir quand même qu'il y ait des playmakers. En tout cas que Ryan Williams se réveille, puisque c'était quand même leur playmaker numéro 1, quoi. Donc forcément, au bout d'un moment, il va falloir qu'il soit présent. Bama 3-0 en sec. Geoffrey, ton équipe aussi en 3-0 en sec. Est-ce que pour toi c'est le candidat, on va dire le candidat numéro 1 pour vous retrouver avec Texas A&M en finale de conf, ou Ole Miss aussi est bien présent? Moi, je n'ose pas dire qu'on va aller en finale de conférence. Désolé, je t'ai mis l'œil un peu.
Non. Bama, c'est très sérieux. Hein. S'ils jouent comme ça et que Ole Miss joue comme ils ont joué ce week-end, je pense pas qu'on va parler du match de Ole Miss, mais c'était voilà. Pas bon Ole Miss, hein, putain. Voilà. En plus, les deux équipes doivent s'affronter. Mais bon, Ole Miss joue mieux contre les grosses équipes. Les deux sont des concurrents sérieux. Après, Bama, ils se sont vraiment bien repris. Faudra surveiller Jam Miller, hein, qui a une commotion. Faudra voir la situation Ryan Williams. Mais ouais, Ty Simpson est vraiment un très très bon quarterback. Ils ont les outils pour. C'est pas le Bama de Nick Saban avec des défenses exceptionnelles, mais c'est un Bama différent qui reste excellent. Voilà, ils ont les armes pour aller en finale de conférence. Hein, ils l'ont montré. Hein, ils ont battu Georgia. Là, ils ont battu Mizzou. Ils ont un calendrier extrêmement difficile. Ils en sont à 3 victoires, hein, contre des équipes classées top 15. Enfin, Vandy qui était 16e, mais voilà, hein, 3 victoires contre des équipes classées d'affilée. Là, il y a Tennessee ce week-end. C'est peut-être ça aussi un moment qui va commencer à leur coûter cher, hein, parce que enchaîner les gros matchs. Après, il y a un déplacement à South Carolina. Donc, South Carolina n'est pas classé, mais aller à Columbia, c'est pas facile. Puis LSU, puis Oklahoma. Enfin, voilà, c'est quand même un calendrier extrêmement compliqué. C'est peut-être ça qui va leur manquer à la fin de la saison. Mais oui, Bama, ils sont tout à fait capables d'arriver en finale de conférence. Très bien. On parlait de sec, on parlait de blessures. Juste que Kalen DeBoer mette son hoodie noir. Et... Ouais, c'est vrai qu'il a un super quoi, 8-2, non, comme ça, ou 10-2, je sais plus son bilan. 12-2. Donc on va rester en sec, on va rester sur les blessures. On va parler du Red River Rivalry. Victoire de Texas 23-6 contre les Sooners de l'Oklahoma. Quoi dire on le sentait arriver un peu quand même. On en avait parlé pendant le 1-2-6, mais tous les arguments, en tout cas tout était prévu pour que Oklahoma se casse la gueule dans les grandes largeurs. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Alors qu'on soit très clair, John Matir, soit il était à 100%, soit il n'y a pas eu de rep pendant la semaine parce que c'était quand même ultra compliqué. La performance qui nous sort, tout a été forcé. J'ai pas vu le match malheureusement. J'ai vu qu'Oregon, donc je vous laisserai en parler. Qu'on soit clair, Geoffrey, c'était quand même pas un très gros match de college football. Hein. C'était parfois très pénible à regarder. Alors, à chaque fois qu'il y a des matchs comme ça, en fait, c'est toujours pareil. C'est un match défensif. Tu dis quoi? C'est les attaques qui puent et les défenses qui sont extraordinaires, ou alors c'est juste que c'est simplement un mauvais match. J'ai quand même tendance à penser que c'était un mauvais match de manière globale. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Un duel de quarterback qui tourne pour Arch Manning, qui a été plutôt bon quand même, Arch Manning, mais en tout cas, il m'a donné l'impression d'être de retour sur tous les standards qu'on attendait. Il a fait ce qu'il fallait, mais très déçu, moi, en fait, surtout très déçu par Oklahoma, qui a vraiment été une nullité en attaque, c'était confondant, quoi. Ouais. Oklahoma, ils ont quand même une ligne offensive qui n'est pas exceptionnelle, hein, depuis le début de la saison. Et là, contre le pass rush, enfin la defensive line de Texas, ça n'a pas manqué parce que Texas, même s'ils ont des gros problèmes en attaque depuis le début de la saison, ça reste excellent. Ils n'ont pas de jeu au sol, Oklahoma. En fait, leur jeu au sol, c'est Matir, mais Matir qui a son pouce blessé, t'as pas forcément envie de l'exposer en le faisant courir. Donc, en fait, voilà, Oklahoma, ils étaient très coincés. Et Matir, je pense qu'en fait, au fur et à mesure du match aussi, son pouce l'a gêné de plus en plus. Je pense qu'il est très très peu de reps. Hein. Faut être honnête, ça fait 17 jours en fait, hein, qu'il s'était fait opérer au moment du match. En fait, je pense qu'il y a eu très très peu de reps. Et en fait, au fur et à mesure du match, son pouce l'a gêné de plus en plus et ça s'est dégradé parce que franchement, au début du match, il fait des lancers. T'as l'impression qu'il n'est pas du tout gêné. Genre la balle elle fuse sur des slants. Genre les slants elles sont nickel. La balle elle fuse. C'est des spirales presque parfaites et tout. Et au fur et à mesure du match, ces passes se sont dégradées. Et ouais, et l'attaque d'Oklahoma, pas au niveau, un peu exposée par rapport à leur début de saison. Ils ont eu un calendrier plus facile que Texas, mais voilà. Texas, grosse performance de la defensive line. Arch Manning il fait pas un match exceptionnel, mais il fait un bon match. Il progresse aussi petit à petit, au fur et à mesure de la saison. Et ouais, c'est une victoire importante pour Texas, hein, parce qu'une défaite, ça les sortait quasiment de la course au playoff. Là, ils sont. Ça les sortait des playoffs.
ça les sortait. Ils étaient à 3 défaites. Je pense que c'est compliqué. Surtout pour une défaite comme Florida qui va pas être très fort cette année. Enfin, en tout cas en termes de bilan. Donc je pense qu'effectivement la 3e défaite aurait couché tout ça. Mais ils se relancent du coup quand même les Longhorns parce qu'après il y a un calendrier un petit peu plus ouvert. Ouais, alors il y a 2 semaines ça va. Puis après il y a Vandy, il y a Georgia, il y a Arkansas et il y a Texas A&M. Donc la fin de calendrier c'est quand même pas le mois de novembre, ça va quand même être chaud. Mais oui, par contre, Texas, il y a eu, je sais pas ce que tu en penses, Geoffrey, mais il y a eu un motif d'espoir sur ce match-là. C'est la ligne offensive qui a quand même été moins mauvaise qu'on aurait pu le penser, parce qu'on promettait l'enfer, hein, encore une fois, c'est à Arch Manning, et finalement il a été saqué qu'une seule fois. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du play calling ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ils ont eu l'air d'avoir trouvé les armes pour contrer un bon pass rush. Donc ça, je pense que ça va quand même les mettre en confiance, quoi. Ouais, tout à fait. Et surtout que moi, en plus, j'ai eu très peur au début du match avec leur garde true freshman qui prend 2 pénalités sur le premier drive ou sur les 2 premiers drives. Enfin, il prend 2 pénalités dans le premier quart. Et je me dis, oh là là, il va se faire pendant tout le match Oklahoma, ils vont envoyer un mec dessus, ils vont le target, ils vont essayer de le faire des fautes et que du coup ça fasse reculer Texas. Mais non, même ça, ils ont réussi à s'ajuster pendant le match et la ligne offensive va mieux. Déçu du pass rush d'Oklahoma, hein, forcément, puisque ça c'était quand même une de leurs grosses forces. Et voilà, Texas qui se relance, Oklahoma une défaite moche. J'en suis presque à penser qu'ils auraient dû faire jouer Michael Hawkins en plus que John Mathir. En plus, ils auraient eu un QB qui aurait pu se servir de ses jambes que tu n'avais pas trop peur d'exposer. Voilà, ils ont qu'une défaite, hein, donc pour Oklahoma rien n'est terminé, même s'ils ont une fin de calendrier par contre qui s'annonce beaucoup plus compliquée. Qui va être très relevé. Là c'est le plus simple. Là, il y a un déplacement en South Carolina, mais par contre après c'est contre le Miss, à Tennessee, Alabama, contre Mizzou, contre LSU. Cette fin de calendrier, faut se mouiller la nuque, hein, moi, ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils n'ont pas empiré la blessure de Mathir en faisant jouer ce match-là. Enfin, tu vois, alors j'ai conscience que c'est le Red River Rivalry, que c'est le match le plus important de l'année, etc., et que faut mettre tous les œufs en tout cas, espérer de remporter ce match-là avant tout. Mais si ça te coûte le reste de ta saison parce que t'as fait jouer ton QB qui est déjà un peu blessé et que tu empires sa blessure, alors que t'avais finalement t'as le droit à une défaite, tu vas être en sec, t'as même le droit à 2 défaites même. Donc, je sais pas. Je pense que c'est une réflexion sur le court terme qui va peut-être laisser des dégâts sur le long terme, en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais voilà, tant pis pour leur gueule, hein, c'est Oklahoma, on sait très bien comment ils réfléchissent, hein, l'appât du gain le court terme, donc voilà, ça ne m'étonne pas. Mais bon, voilà, en fait, disons que je me pose des questions sur la stratégie par rapport à la fin de la saison, quoi. C'est surtout ça. Puis surtout, en fait, rapidement dans le match, quand ça commençait à parler avec Mathir, je pense qu'il fallait faire le changement, quoi. Il fallait faire le changement, faire jouer Hawkins pour dire, ok, son pouce le gêne, on arrête tout, quoi. Et puis en plus, comment dire, je sais pas si vous avez vu, je trouve qu'il y a quand même une trend actuellement au college football, c'est que les défenses sont souvent très bien préparées pour le quarterback titulaire, mais dès qu'il y a un changement de quarterback, ils n'ont pas des tapes pour un quarterback, c'est la débandade, et que tu peux vraiment prendre en tout cas la défense adverse un peu par surprise en changeant de quarterback et en proposant autre chose. Et je pense que c'était peut-être l'angle d'attaque qu'il fallait pour les Sooners sur ce match-là. Ils en ont décidé autrement. Voilà, c'est quand même une défaite qui remet pas tout en cause, mais qui montrent quand même les difficultés quand même de cette équipe, que tout n'est pas parfait. Hein. On s'est beaucoup emballé après un début de saison et notamment la victoire contre Michigan. Mais voilà, quand tu vois la gueule de Michigan cette année, tu dis est-ce que finalement cette victoire, est-ce qu'elle est autant forte qu'on aurait pu le penser? Il y avait une victoire quand même très moche contre Auburn, notamment avec des faits d'arbitrage. Donc voilà, dans cette équipe d'Oklahoma, elle a des vraies faiblesses et on voit qu'avec un John Mathir sur une jambe ou un bras ou une main, quoi, il y a quand même, ça devient une équipe moyenne, quoi, parce que cette équipe de Texas, c'était pas non plus dingo dago, quoi. Très bien. J'ai parlé d'Auburn, donc on va parler très rapidement du Georgia Auburn. Est-ce que vous avez un mot sur
sur l'arbitrage, on va dire, en sec de ce match-là, parce que voilà, pour vous mettre un petit peu... il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. Je vois pas de quoi vous parlez. Pour vous donner un peu de contexte, donc Auburn était à quelques encablures de la end zone de Georgia, il menait 10-0. Jackson Arnold, le quarterback préféré de Geoffrey, semble marquer le touchdown. Il perd la balle derrière, récupération de la part de Georgia. Le call sur le terrain de la part des arbitres, c'est un fumble récupéré par Georgia, sauf que sur la vidéo, il y a touchdown, quoi. Et je ne sais pas pourquoi ils décident que le call reste tel quel. Balle à Georgia, ils remontent le terrain, ils arrivent à marquer un field goal juste avant la mi-temps, et tout le momentum du match change d'une certaine façon, quoi. Et se dit que Auburn qui mène 17-0 à la mi-temps contre Georgia, je suis pas certain que ce Georgia-là retourne le match. Toujours est-il que là, ça a été le cas. Victoire 17 à 10, hein, c'est ça, 20-10, excusez-moi. 20-10. Je sais pas ce que vous en pensez. On va parler un peu du match de manière générale, mais il y a eu un temps mort, pas donné. Ouais, il y a eu tout à fait annulé, appelé par Kirby Smart, mais annulé par les arbitres. En fait, non, il appelait pas vraiment un temps mort. Il y a plein de faits d'arbitrage, de toute façon, dans ce match. Il y a le temps mort et le fumble, le touchdown, pas touchdown, mais l'arbitrage a été nul tout le match. Hein, c'est pas juste sur ces faits-là. Pour moi, le truc à retenir de ce match, si on enlève l'arbitrage, parce qu'on pourrait parler des erreurs d'arbitrage de ce match pendant un quart d'heure, c'est que en fait, Auburn, ils sont faibles mentalement, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a eu ce truc-là, plus rien. Auburn, l'équipe avait changé, c'était plus du tout la même équipe, ils avançaient plus en attaque. Franchement, ils menaient 10-0 avant ce moment-là. C'était clinique, la défense, c'était clinique, l'attaque, c'est pareil, ça jouait bien, ça faisait ce qu'il fallait faire et tout. Il s'est passé ce truc-là, tout s'est effondré. Et Georgia, par contre, mentalement, ils sont beaucoup plus forts. Ils se sont relevés de ça et ils ont réussi à marquer les points pour gagner le match. Après, c'est un match très très laid. Si vous n'avez pas vu ce match, n'allez pas regarder le replay. En plus, il est super long parce qu'avec toutes les vidéos et tout, les 4 cartons, parce qu'il n'y a pas de prolongation, hein, le match il dure 5h30, donc voilà, ne vous infligez pas ça. Pour votre santé mentale. Georgia qui survit, mais putain, cette équipe ne véhicule aucune émotion, la défense. On est quand même loin des grosses années. Offensivement, c'est quand même pénible. J'ai vraiment aucun espoir. Il y a un Georgia Ole Miss qui arrive ce week-end-là, mais moi, je veux dire un truc, ça ne m'étonnerait pas que Georgia se qualifie pas pour les playoffs, hein, tout simplement, parce qu'il y a des vrais, c'est une équipe moyenne pour moi à mes yeux. Il y a, voilà. Et pourtant, c'est une équipe qui arrive toujours à gagner, qui te casse toujours les couilles. Tu vois là, tu dis, il y a le Georgia Ole Miss, ça se trouve ils vont les juste éteindre leur attaque et marquer juste ce qu'il faut pour gagner. Après, je te rejoins. Là, tu vois les stats à la course, 2,5 yards par portée en 31 courses. Qui est le running back titulaire dans cette équipe-là? Leur attaque est pas folichonne, hein, franchement. Stockton, il y a du mieux. C'est pas un super filet, mais il y a du mieux. Playmaker que tu es censé avoir amené et tout, parce qu'on avait fait la preview tous les deux, Geoffrey. On disait, il faut que ça attaque, qu'elle soit plus explosive, faut qu'il y ait des, tu vois, faut que ça vibre plus, quoi. Le jeu au sol, surtout. Faut qu'il y ait un jeu au sol, parce que l'identité de Georgia, c'était la défense et le jeu au sol, et il n'y a pas de jeu au sol. Le jeu au sol est triste, hein. Il n'y a pas de Nate Frazier et McRae, et pour l'instant, ne font pas le taf. Effectivement. Après, il n'y a pas que, il y a aussi la ligne offensive, qui fait pas le taf sûrement également, mais de toute façon, il y a Ole Miss ce week-end, on en saura un petit peu plus, mais c'est vrai que on en saura un peu plus. Après, Georgia a la gueule de l'équipe moyenne, mais qui est tellement chiante à battre que ils vont arriver à faire leur bout de chemin en SEC, quoi. De toute façon, on parlera de tout ça dans le 1-2-6, mais c'est vrai que ils ont la chance de tomber contre une équipe de Ole Miss, qu'on a peut-être vu un peu trop belle aussi, donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que vous voulez passer rapidement sur les autres résultats de la SEC? Peut-être un mot, Geoffrey, sur tes Aggies qui sont imposés contre Florida dans un match qui est parti à 100 000 km/h, puis après qui s'est un petit peu tassé. Victoire convaincante quand même de Texas A&M contre Florida. Costaud quand même, tes Aggies très 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 costaud. Hein.
Ouais, premier carton qui est parti sur les chapeaux de roue, ouais, 14-14 à la fin du premier carton, donc voilà. Et puis Michael Coe a fait des ajustements défensifs et Florida a marqué 3 points le reste du match. Voilà, c'est un résumé très rapide de ce qui s'est passé pendant ce match et nous on a continué à avancer en attaque et à faire ce qu'il fallait. Marcel Reed progresse. Il y a encore des défauts sur les deep balls, mais franchement, il progresse. Mario Craver et Casey Conception, ils font un bien fou à cette équipe. La ligne est propre. Les coureurs, notre super room de running back fait le taf. On a des super quarterbacks. Cassius Sowell est exceptionnel en edge rusher. Les joueurs sont humbles. On arrive toujours à s'ajuster, à faire ce qu'il faut pour marquer. Franchement, énorme taf de Michael Coe, je suis très très content. Et ça joue très très bien. Et on a une défense élite, enfin, avec les recrutements qu'on fait. Enfin, on a une défense au niveau du recrutement qu'on fait. Et ça me fait plaisir. Voilà, maintenant, je veux pas m'enflammer parce que j'ai tellement été habitué à souffrir, mais ça se passe très bien. Et juste petit mot très rapide du côté de Florida, Billy Napier, par contre, ça va commencer à chauffer très sérieusement de son côté. De ce que je lis rapidement de certains insiders, il y a vraiment plus beaucoup de crédit pour lui au niveau du département athlétique. Donc voilà, ce que Guigui souhaite, il y a des chances que ça arrive et peut-être avant la fin de la saison. Et d'ailleurs, c'est même conseillé avec le format du college football actuel. Si tu dois virer ton head coach, fais-le avant la fin de la saison parce que sinon, c'est déjà trop tard. Effectivement. Tac. Est-ce qu'il y a d'autres matchs sur la SEC que vous voulez qu'on parle rapidos ou on passe sur autre chose? Non, après, il y a LSU qui fait LSU. Voilà, il fait du LSU. Grosse défense, attaque plus que moyenne, mais... Tennessee qui s'en sort un peu difficilement contre Arkansas aussi. Victoire 34-31 pour les Volunteers avec le fameux match contre Bama qui arrive. Donc à suivre bien évidemment. Ils ont réussi à provoquer les turnovers, c'est ce qui fait un petit peu basculer le match. De quoi on va parler maintenant les gars? Est-ce qu'on parle un petit peu de USC qui confirme quand même qu'il faudra compter sur eux puisqu'ils viennent de taper à domicile Michigan plutôt de façon convaincante. Je veux dire, c'était assez propre, très clairement. On a vu les limites de cette équipe de Michigan relativement jeune. Et face à une bonne attaque de USC avec Jaden Maeva toujours aussi efficace et puis un King Miller, le running back, qui sort un peu de nulle part. USC, vous y croyez, vous, ou pas? Il y a des bons éléments. Maintenant, il y a des... Pour moi, ils doivent encore prouver parce que Michigan, c'est une équipe jeune. Par contre, ils ont fait quelque chose. Je vais encore parler des lignes, mais ils ont dominé Michigan sur les lignes. C'était la force de Michigan sur toutes les saisons précédentes. Et que le USC de Lincoln Riley vienne dominer sur les lignes, pour moi, c'est un signe très encourageant pour eux. Et là, pour le prochain match, en plus, ça va être, on parle de ligne, Notre-Dame qui arrive, donc ça va être très très intéressant à suivre. Maxence, qu'est-ce qu'on a pensé? J'ai pas vu le match, mais je dis on y croit. Pourquoi USC? C'est le qualification playoff. Ils sont à 5-1 en Big Ten, ça joue au playoff. Je suis comme Geoffrey, j'attends de voir comment ça évolue. Maintenant, oui, ils sont... En tout cas, ils me surprennent parce que je les voyais pas en 5-1. Maeva, ça a l'air quand même de bien fonctionner. Et puis, ouais, effectivement, j'ai pas vu le match, mais là, je regarde un peu les stats. C'est vrai que 224 yards à la course venant du USC face à une équipe de Michigan, c'est pas forcément la stat qu'on aurait cru voir, mais tant mieux pour eux s'ils ont des lignes qui sont fortes parce qu'on sait que c'est quand même la base. Et après, juste un mot sur Bryce Underwood qui a vraiment du mal à l'extérieur. Ouais. On l'avait dit, Maxence sur du 1-2-6, c'est effectivement ça. C'est sorti, même s'il a marqué ses 2 premiers touchdowns à la passe à l'extérieur, mais bon, après voilà, c'est un trou freshman, ça passe aussi par là. On va faire un petit tour en Big 12 si vous voulez maintenant, les gars. Non, pas la peine.
Non, mais on va parler que des matchs qui comptent. On va parler de Utah. Ouais, vite fait, avant de passer sur la Big 12, en Big 10, on n'a pas dit, hein, mais Ohio State qui s'est imposé contre Illinois de façon très convaincante. Tout à fait, oui, pardon. 34-16, voilà, Ohio State hein, qui continue sur la lancée de la saison passée. Saïn fait ce qu'il faut, la défense est vraiment très bonne et bon, tout roule du côté d'Ohio State, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup plus en parler. Et juste, je veux le dire hein, quand même, parce que Wisconsin hein, qui s'est fait shutout par Iowa. C'est la première fois depuis 88, je crois qu'ils ne marquent pas de points à domicile. Wisconsin, c'est absolument catastrophique hein, ce qui se passe là-bas. Fickel, on y croyait tous. Ouais, non, il n'y a pas de. Je pense que l'expérience va se finir. Là aussi, c'est un beau programme avec un job qui va s'ouvrir, donc à suivre. Il a voulu trop changer les choses à Wisconsin, en faire une équipe qui passe par les airs et tout, et ça n'a pas du tout pris à Wisconsin. Et moi, ma take, c'est qu'il est viré avant la fin octobre. Ah, mais c'est sûr, je comprends même pas qu'ils soient encore en poste là. Quand tu vois que Penn State a viré James Franklin, enfin, je sais pas. C'est assez bizarre que Luke Fickell soit encore en poste. En plus, il y a Ohio State qui débarque là ce week-end. Donc, ouais, mais et puis après, ils finissent le mois d'octobre avec un déplacement à Oregon, je crois. Ah non, mais c'est terrible. Je vois pas dans quel monde ils s'en sortent. De toute façon, on en rediscutera parce que je pense qu'effectivement, les jours sont comptés pour ce bon vieux Luc. Direction la Big 12, donc maintenant, avec quelques matchs au sommet de la conférence. On va parler d'Arizona State, l'ancien vainqueur de conférence qui se dépassait de côté d'Utah. Victoire des Utes 42-10 dans un match quand même vraiment bien maîtrisé. Je crois qu'ils ont 7 drives, ils marquent sur 6 drives sur les 7 ou un truc comme ça. Enfin, beaucoup de jeux au sol sur ce match-là. C'est exactement ça. À part le tout dernier drive, qui est le drive, voilà, ils menaient 42-10, donc ils ont tranquillement fait le tour. Même s'il y a une petite course de 32 yards quand même dans le drive, manière 2. Devon Dunpierre s'est bien remis de sa performance pas tip-top face à Texas Tech, mais ça prouve aussi la qualité de Texas Tech. Quand on voit que Utah a démoli Arizona State, et je pense que c'est même pas une histoire forcément de QB, tellement tous les drives ils ont marqué, quoi. Alors s'il y avait eu Sam Leavitt, peut-être que les drives de Arizona State auraient duré un peu plus longtemps, ou ils auraient scoré peut-être, et encore même pas, parce que je dis drive plus longtemps, mais en fait non, ils ont 36 minutes de possession à Arizona State, donc c'est même pas une histoire de c'était James Sims qui était le QB, c'est juste que Utah leur a roulé dessus au sol. 276 yards, il y a eu des big plays dans tous les sens, et puis Utah c'est un des transferts de l'année, clairement, hein, Devon Dunpierre à Utah, c'est très performant, et cette équipe de Utah qui revient dans le top 25, du coup, je crois, suite à cette victoire. Ouais. Et une Big 12 qui commence petit à petit à être encore le bordel, tout simplement. Enfin, le bordel, mais on va dire que la tête, il y a une bonne gueule de Texas Tech quand même. Il y a une bonne gueule de Texas Tech, mais tu vois, Arizona State tombe, il y a eu Iowa State, du coup, ça y est, deux défaites de suite. Ouais, mais il y a quand même des programmes pour moi qui se dégagent. BYU, ça tient. Texas Tech qui sont impériaux. Cincinnati qui est surprenant, mais qui fait une belle saison. Utah aussi, hein, qui remonte son niveau. Arizona State, ils sont pas au niveau de l'an passé. Houston qui est pas mal, et après pour moi derrière il y a vraiment il y a ce groupe là moins Arizona State, Baylor. Et tout le reste c'est plus compliqué, hein. Mais ouais, non, Utah n'est pas décroché de la course à la finale, loin de là. Et alors ils ont plus trop de cartouches de RAM, on va dire, parce que la défaite contre Texas Tech coûte beaucoup, hein, ça c'est clair. Mais je serais curieux de revoir un rematch entre ces deux équipes-là, parce que Texas Tech avait battu les Utes 34-10, mais ils ont été très longtemps coude à coude, et il n'y a pas fallu grand-chose. Il y a eu quelques faits de jeu qui ont tourné en défaveur de Utah aussi. Je serais assez curieux de voir ce que ça peut donner. BYU, on n'a pas BYU qui s'en sort au forceps, hein, vraiment contre Arizona, après double prolongation. C'était un match assez dingo.
pareil, on se disait, quarterback qui part, Backmeyer qui prend la suite. Bah, finalement, ça tombe quand même plutôt pas mal, hein, ces Cougars. Ouais. Sitake qui fait un excellent taf, hein, comme d'habitude. Le running back, LJ Martin, qui est vraiment très très bon. Backmeyer, hein, qui fait le taf. Il n'y a pas de... C'est BYU. BYU, ça tourne toujours bien en attaque avec Sitake. C'est plus la défense qui est une variable. Ça joue bien. C'était un déplacement à Arizona. Franchement, Arizona qui est pas ridicule non plus. Hein. Ça joue plutôt bien. Noah Fifita qui reste plutôt bon. BYU, ça se passe bien leur début de saison. Comme Utah, de toute façon, là, très très gros match pour la Big 12, hein, quasiment une demi-finale, entre guillemets, mais Holy War, hein, la semaine prochaine contre Utah, donc ça va être... un des matchs à noter, clairement. Un des matchs à noter, mais en tout cas, BYU, ça se passe bien, et ils sont tout à fait en course pour la Big 12, et franchement... il y a un monde où il y a deux équipes de la Big 12 en play-off, hein, parce que clairement, l'ACC, je ne les vois pas placer plus qu'une équipe, Miami. Oui, l'Athletic. J'avais entendu pas la Southeastern, j'étais là. Quoi? Non. L'Atlantic Conférence, ils ne mettront pour moi qu'une seule équipe. Et 99% de chances que ce soit Miami. Peut-être Georgia Tech, quand même. Peut-être. Georgia Tech, ils ont des faiblesses quand même qui font que. Mais il y a un vrai monde en tout cas où il y a deux équipes de la Big 12 en play-off. Aussi, genre les deux finalistes, tout simplement. À voir comment ça va se dérouler sur la saison, mais BYU ça joue bien et Texas Tech, je sais plus si on en a parlé, mais qui ont éclaté. Morton s'est reblessé, je crois. Hein. Ouais, mais il est en day-to-day, disait Maguire, donc je pense que ça devrait. Puis Hammond n'est pas mauvais. Enfin, il est même très bon. Et puis bon, il y a du talent. Cameron Dickey, le running back, pardon, 263 yards pour lui au sol. Enfin, c'est vraiment Texas Tech. On n'a plus l'habitude depuis les années Michael Crabtree, mais c'est vraiment sacs, talentueux de chez talentueux, quoi. 9 sacs également. 9 sacs. Et 5 plaquages pour perte en plus. Ouais, non mais. C'est sérieux. On attendait tous Texas Tech plutôt pour 2026, je crois, mais finalement, ils sont déjà là. Effectivement, ils sont déjà là. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour sur les programmes, enfin sur les matchs importants du Power 4? On a fait le tour de la Big 12, Baptiste. non, c'est bon, là, du match important, j'ai dit du Power 4. Donc, on a l'upset de Colorado qui bat Iowa State. Oui, tout à fait. C'était une belle surprise aussi à Iowa State qui est dans le dur là. Deux défaites de suite. C'est compliqué, ouais. Je sais pas trop ce qui se passe. J'avoue que j'ai pas trop regardé Iowa State cette année. Est-ce qu'ils étaient en sur régime sur le début de saison et finalement ils reviennent un petit peu à leur niveau? C'est possible aussi, tu vois. C'est une équipe qui a des vraies faiblesses, Iowa State. Après, voilà, c'est un programme. Ça recrute très difficilement. Ils ont perdu. Faut voir le nombre de joueurs qu'ils ont placés en NFL ces dernières années pour le recrutement qu'ils font. À la réception. Hein. C'est une équipe qui a des faiblesses. Alors là, ils perdent à Colorado. C'est un peu moche, mais c'est une équipe qui est capable. Et c'est pour ça, moi, que je disais que Matt Campbell était un candidat pour des jobs plus importants. On l'a déjà entendu, mais en fait, ce qu'il fait à Iowa State avec les moyens qu'il a, c'est quand même énorme. Alors, est-ce que lui a envie de bouger? Ça, c'est encore un autre débat, mais en tout cas, c'est un très très bon coach. Effectivement, mais c'est une défaite un petit peu surprenante quand même, mais Colorado n'est pas non plus dans le fond de la Big 12 cette année, donc... C'est une équipe moyenne, je pense. Ouais, voilà. C'est le genre de match que Colorado sera capable de faire cette année encore, tu vois. Ouais, non, mais je pense tout à fait, ouais. C'est peut-être moins clinquant, mais c'est peut-être plus cohérent aussi par rapport aux années précédentes.
Est-ce qu'il y a d'autres matchs du Bois-Fort dont vous voulez parler avant de laisser un peu Notre-Dame qui a battu NC State 36-7. Ouais. Voilà, Notre-Dame qui soigne ses plaies après un début de saison difficile avec 2 défaites contre des équipes classées, qui est maintenant 4-2. Et la défense va mieux, même si bon, c'était Boise State et NC State et Arkansas, mais la défense quand même s'améliore match après match du côté de Notre-Dame. De toute façon, il y a aussi, ça sera un bon test. Ce sera un beau test, effectivement. Maxence, tu veux parler un peu du groupe of 5 rapidos, même si rapidement, on avait déjà parlé de South Florida face à North Texas, quand même. South Florida, très impressionnant. La défense extrêmement agressive, ça encaisse du yard, mais qu'est-ce que ça provoque comme turnover. Byron Brown, quand ça part en option run, il n'y a pas grand monde dans le G5 qui va pouvoir le stopper. Je sais pas trop qui a le groupe de linebacker ou autre qui sera capable d'aller le stopper. Et qu'est-ce que dans le groupe of 5 un petit peu pour parler vite fait de ce que j'ai pu parler. C'était vraiment ce match-là qui était le plus important de la semaine en group of 5. On a UNLV et Navy qui continuent leur saison invaincue, mais qui sont tous les deux allés chercher ça au forceps avec des TD dans les dernières secondes. Et Navy, c'est encore plus loin puisqu'ils ont fait TD plus conversion à 2 points. Mais Navy, mine de rien, qui est à nouveau en 6-0. Il y a aussi un gros travail quand même qui est fait par leur coach là depuis quelques années. Navy, c'est vraiment sympa. Quand tu vois Army, par exemple, qui est un peu plus dans le dur parce que ils ont perdu Bryson Daly, tout ça, machin. Navy, c'est pas mal. Maintenant, c'est pas non plus, ils ont un calendrier qui est facile, hein, Navy, mais bon, voilà, 6-0 quand même. Et il y a un très gros match qui nous attend cette semaine, samedi à 21h30, avec UNLV qui se déplacera à Boise State du côté de la Mountain West. C'est la dernière chance pour Boise State. C'est vraiment la dernière chance d'espérer les playoffs. Si ça perd, c'est fini. Il n'y a plus aucune chance même en gagnant la conférence. Si ça gagne, tu as peut-être toujours une chance de t'inviter. Si en American, ça commence à se cannibaliser ou que des mecs commencent à paumer des matchs. Donc, match à suivre. Surtout que si UNLV gagne, ils seront en 7-0 et pas envie de dire que ce sera l'autoroute vers le titre de conférence en Mountain West, mais ils seront quand même bien partis pour aller au bout. Voilà, et puis le petit clin d'œil côté de Kent State, qui met fin à 3 ans sans victoire contre une FBS, 3 ans et demi même. Leur dernière victoire contre une FBS remontait au 26 novembre 2022. Ils recevaient UMass qui n'avait plus gagné contre une FBS depuis mi-octobre 2023. Donc ils ont trouvé pire qu'eux et ils les ont ratatinés. Donc victoire 42-6. Et ça a été des belles images du côté de Kent State qui a regoûté à une victoire contre une FBS. Comme quoi tout arrive, hein. Je crois que ça pourrait m'arriver aussi à Oklahoma State de temps en temps. J'y crois. Ouais, avec le meilleur returner de la MAC, d'un réaliste Clark, qui a commencé le match avec un kick return, c'est son 2e de la saison. Chaque fois qu'il retourne un kick, Kent State gagne. Hein. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il avait fait contre Merrimack. Le porte-bonheur, quoi. C'est ça, c'est le porte-bonheur. En plus d'avoir un blaze incroyable d'un réaliste. Et Old Dominion qui s'est fait surprendre, c'était un peu la darling, on va dire, un peu l'équipe qui commençait un peu à s'inviter dans les discussions. On commençait à les voir dans les pourcentages de chances à aller en playoff. Il y avait du 20% qui popait dans les chaînes télé et tout. Old Dominion qui s'est fait surprendre par qui déjà Alors c'est pas Louisiana parce que c'est James Madison qui a gagné contre Louisiana. Je vais juste vérifier ça rapidement. Marshall. C'est pas Marshall. Marshall, ouais, voilà. Et Marshall, 5 turnovers à 0. Marshall qui a provoqué 5 turnovers, qui a aussi fait 3 stops en 4e down, donc on peut presque dire 8 turnovers, et qui a fait le match de sa saison. Et pour Old Dominion, gros coup d'arrêt parce qu'ils étaient sur une belle série, une belle attaque qui fonctionnait bien. Mais ils auront l'occasion de se rattraper puisqu'ils jouent contre James Madison, donc gros match entre les 2 meilleures équipes de Sunbelt. Et ben on suivra ça avec attention. Vous aurez plus de détails dans le podcast G5 qui sortira en même temps que celui-ci, je crois, parce que voilà. Très bien. Voilà, il n'y a pas d'autres résultats. 1h10 d'émission. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, Geoffrey et Maxence, de l'actualité de la semaine en college football.
Rapidement, la news est tombée dans le week-end. DAZN a acheté les droits de diffusion à Fox Sports et à la Big Ten, ce qui fait qu'on a le droit à un peu tout et n'importe quoi. C'est très bizarre. On a de la Big Ten, de la Big 12. Ouais, un peu de SEC aussi. Il y a eu de la SEC. Et là, on a de l'American Conference, puisque je vois sur le site de DAZN on va avoir le droit à East Carolina du côté de tout ça. Donc voilà, dans la nuit de vendredi à samedi. On n'a pas encore le match de samedi, mais... Il y a eu de la FCS aussi, il y a un match de Montana qui est disponible dans les replays. Donc, ah ouais, il y a de la Big Sky, parce qu'ils ont aussi racheté les droits de la Big Sky. Montana Idaho, mais qui n'était pas dispo sur le moment. Ah mais d'accord, c'est du 28 septembre. Ok, bref, des fois, il faut pas chercher... Alors, globalement, si j'ai bien compris, c'est les trucs que la Fox a, donc il y aura de la Big 12, de la Big 10 et de la Mountain West. Pas forcément, hein, parce que tu as les droits aussi de la conférence Big 10, puisque c'est pour ça qu'on a le droit à des matchs sur CBS et NBC. C'est un peu le flou un peu plus total, mais du coup, vous avez du college football gratuit. Et c'est gratuit. Sur ta zone. Il faut juste un compte, créez-vous un compte et vous avez accès à tout ça. Et c'est des commentaires en anglais, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. On va les appeler, pour ça on va commenter les matchs. mais c'est quand même une très bonne surprise et une très bonne surprise gratuite, donc c'est vraiment très très cool. Donc ça change des moyens. En tout cas, on vous tiendra au courant des programmes de semaine après semaine. Voilà. Donc Beansport payant pour la SEC en général, hein, qu'on soit très clair, et DAZN gratos avec a priori un peu de toutes les autres conférences. Donc on suivra, mais principalement de la Big Ten, hein, quand même. Donc ça c'est plutôt cool. Les deux, j'ai quand même l'impression qu'il y avait aussi de la Big 12. Hein. Je pense qu'on va avoir les deux conférences. Hein. C'était vraiment bizarre. Ils ont proposé il y avait Tennessee, Arkansas, et puis il y a eu de la Mountain West aussi. Ouais, mais j'ai eu aussi accès à Georgia Auburn sur le site, mais pas sur l'appli. Enfin, c'était très très bizarre. Bref. Et puis DAZN en France, ils ont communiqué officiellement là-dessus finalement. Non, ils ont communiqué juste en anglais sur leur site sur international, quoi. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, et ben Geoffrey, merci. Maxence, merci de votre présence. Et puis merci à tous de votre écoute. Et puis on se retrouve samedi pour le 1-2-6 et puis sinon pour les épisodes du groupe 5 et de l'Ivy League que je n'ai pas encore enregistré, mais je le ferai dans les prochaines heures. Merci les gars. Et puis nous on vous dit à plus tout le monde. Ciao. Ciao. À plus tout le monde.